après-midi, mesdames et messieurs. Une sagesse chinoise nous apprend que l'esprit serein s'adapte à main changement. Il est 13h à Bokito, c'est l'instant du journal de la mi-journée sur Canada International. Voici le sommaire. Encore un accident dans le fleuve Sanaga, plus précisément à Ngoué 2. Un camion semi-remorque percute un bus de transport en commun. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et plusieurs blessés graves. Scène insolite ce matin au quartier d'Obon dans l'arrondissement de Douala 5e. Une belle de nuit et son client se livre en spectacle. Au cœur du litige, le non-paiement de la partie de plaisir par le client. Et puis en sport, Coupe du monde volleyball. Malgré leur défaite face à la Corée ce matin, les Lions du filet restent en course. Un apprentissage très rude pour les pouliches de Jean-Renard Kono, battus par la Corée ce matin. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec la suite des consultations en vue du dialogue national. Cabral Libi, lui aussi, demande la libération sans condition des prisonniers politiques. Il a exprimé ce matin devant le ministre à Yaoundé. Pour Gaga Aman Adi, il faut prendre la question anglophone au sérieux. Brand Kamga, depuis l'immeuble Étoile, nous apporte plus de détails. Bonjour. De Cabral Libi, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale est connu vis-à-vis du dialogue national. Lui, il exige un fédéralisme communautaire pour régler la question cruciale qui se pose en ce moment en zone anglophone. Nous avons baptisé également fédéralisme communautaire qui impose une révision des contours des régions camerounaises qui, de notre point de vue, ont été tracés sur des bases contextuelles, de calculs politiques, mais non pas tenu compte des réalités anthropologiques, sociologiques. Le leader de 11 millions de citoyens demande également à ce que soient libérés les prisonniers politiques avant le grand dialogue national, mais cette fois-ci sous condition. Pourquoi on n'irait pas aussi jusqu'à libérer des personnes arrêtées dans ce cadre-là, si évidemment ces personnes donnent aussi des gages, parce qu'il est très difficile de demander la magnanimité de celui dont on dénie encore l'autorité. Contrairement à Cabral Libi, Gaga Aman Adi lui plaide plutôt pour la décentralisation. Le président de l'ADD demande également à ce que ce dialogue national soit pris un peu plus au sérieux. Le grand dialogue national, je crains que ça ne soit creux. Parce que le problème n'est pas de faire du folklore, mais de résoudre un problème sérieux. Ça veut dire que le problème de décentralisation peut être approfondi à répartir les responsabilités. Après donc le président de l'ADD et le président du PCNC, viendra le tour de d'autres leaders de l'opposition au Cameroun, notamment d'autres candidats à la dernière élection présidentielle. Et en début de soirée, le clergé va prendre la relève dans le cadre de ces consultations. C'est le cardinal Christian Toumé qui passera donc donner ses propositions au Premier ministre Joseph Diongouté. Depuis l'immeuble Étoile, Bran Kamga, Luc Mvondo. Merci Brand Kamga. Quittons maintenant le dialogue national et parlons de ces accidents à répétition dans la Sanaga maritime. Après celui d'hier sur le pont de la Sanaga, cette nuit, les habitants de Pouma n'ont pas eu le sommeil paisible pour cause un camion semi-remorque a croisé le bus de transport en commun. Bilan provisoire fait état de 9 morts graves et 9 blessés graves internés en ce moment à l'hôpital régional annexe d'Edea. Très tôt ce matin, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga Lebibeye est descendu sur les lieux, question de vivre la réalité sur le terrain, apporter le réconfort aux blessés et adresser les condoléances aux familles endeuillées. Je vous propose d'écouter une attitude du ministre des Transports. C'est des moments tristes, l'histoire dans notre pays. Nous venons en moins de 24 heures d'assister à 2 accidents mortels.
Le premier à Edea, sur le pont, qui a vu la destruction d'un pont et surtout la perte en vies humaines de deux probablement compatriotes. Les recherches sont en cours pour les retrouver. Et il y a des mesures prises également pour enlever des eaux de ce camion. Nous avons pris le soin, après la description qui nous a été faite par monsieur le préfet du département de la Sanaga-Maritime, de nous rendre auprès des blessés, des corps, également la mort de Edea, l'hôpital régional. Nous sommes arrivés ici à Pouma, au lieu de l'accident qui est survenu cette nuit, entre un camion également et un car, une société Garantie Express. Là aussi, en plus des 2 morts d'Edea, nous dénombrons 8 morts sur cet accident. C'est vraiment un moment triste. On ne sort pas de chez soi pour aller faire un accident. Mais il est important que les usagers de la route redoublent de vigilance, plus d'attention, excès de vitesse, pas de conduite pendant qu'on est en état d'ivresse. C'est autant de choses, de mesures qui vont permettre de réduire de manière substantielle le nombre d'accidents et de morts sur nos routes. Deuxième phase de distribution des dons du chef de l'État aux déplacés internes à Bafoussam. 1000 familles, soit environ 5000 personnes, ont été gérées à l'occasion. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, a procédé lui-même à la répartition des dons, comme nous le montrent Walter Bertrand et Dimitri Kwete. Ça fait exactement 5h10 de distribution. J'ai été accompagné par le gouverneur de la région, le préfet, la protection civile, et vous avez constaté que nous avons servi environ 4500 personnes à la place de fête. Il y avait encore des demandes. On s'est transporté ici à ce grand magasin de stockage pour terminer avec les 200 familles. Ça fait environ 5500 personnes. Vous voyez que c'est un exercice très fastidieux, mais il était important de superviser et de voir que ça s'est bien déroulé. Vous avez vu la gratitude. Quand nous avons terminé à la place de fête, les gens ont eu l'impression que c'était la fin de la cérémonie. Il y avait les grincements dedans parce qu'il y avait encore 200 familles, mais nous leur avons dit que non, nous allons continuer parce qu'il y avait de quoi servir tout le monde. Je crois que les partenaires étrangers qui sont à nos côtés doivent féliciter le gouvernement pour la bonne organisation du plan d'assistance humanitaire et surtout la transparence, parce que c'est une action assez transparente où les familles sont enregistrées, et où les kits sont donnés à chaque famille et chaque famille est placée derrière le kit, que les déplacés internes du Cameroun sont bien traités et que vous avez dû constater qu'il y a de quoi pour tout le monde. Les gens sont en train de pleurer de joie, mais nous leur disons que c'est la première phase de cette opération, mais le chef d'État est en train de regarder la deuxième phase qui est le développement. Ça veut dire qu'on va permettre à chaque famille de rentrer dans sa région d'origine, nord-ouest ou sud-ouest, et on permettra à chacune des personnes de pouvoir s'installer pour s'auto-gérer. Voilà, aujourd'hui nous avons environ 152 000, 160 000 familles déplacées, même s'il y en avait un peu plus, mais vous constatez avec nous aujourd'hui que en ce qui concerne la gestion des personnes déplacées des régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'État a les moyens et la volonté, et l'État s'en occupe véritablement. Parlons maintenant de cette scène insolite qui se déroule ce matin au quartier Ndobon dans l'arrondissement de Douala 5e. Une belle de nuit et son client se sont livrés en spectacle aux premières heures de la matinée. Les deux n'arrivaient pas à s'entendre sur le montant à payer après une nuit de plaisir passée ensemble. Les détails avec Yasser Trésor Tanon.
C'est une scène inhabituelle pour les habitants de Ndogbon Citadelle dans l'arrondissement de Douala 5e. La dame assise à même le sol est une belle de nuit. Depuis 5 heures du matin, elle bagarre avec un client pour une somme de 20 000 francs CFA qu'elle revendique après la nuit torride. Une somme jugée exorbitante par l'homme. C'est parce qu'il voit en nuit, quand je sors mon poste, je sors le 10 000, il voit que l'argent est là. Il voulait que tu vas donner 20 000. Je ne vais pas donner avec elle, je donne 2 000 comment. Depuis à Jakarta, pas à Jakarta, le lait que je laisse à Jakarta, le gars là va dire qu'il a laissé à l'aise. Tu vas dire qu'à l'aise, que le matin a sorti. Je vais dormir comment? Je sais que je donne 10 000, je donne 5 000, il refusait. Pour la femme, le client est de mauvaise foi et si elle demande plus de 20 000 francs, c'est parce qu'à cause de lui, elle a perdu sa pièce d'identité et son téléphone pendant la bagarre. Le gars, c'est lui qui m'a appelé. Mon téléphone, il m'a fait mon téléphone, ma carte est partie. J'ai tout perdu. On l'a compté partout. Et comme là, je suis là. Je ne peux pas te laisser. Je suis un modèle. Donne-moi l'argent. C'est vrai que tu me donnes 1000 francs. Je suis 1000 francs prêts. Hein? Sur place, les réactions ne se font pas attendre. La fille qu'ils ont fait, le gars qu'ils n'ont pas fait. Mais le gars, la fille n'a quand même vu l'argent, il demande 25 000. Le gars qui n'a pas donné 25 000 parce qu'il demande 5 000. La fille, pour 5 000, elle déchire. C'est compréhensible ça. 5 000, elle déchire. Et c'est là où la bagarre commence. Le client profite de quelques minutes d'inattention pour fondre dans la nature. Il a fui. Pourquoi il a fui? Exploitation frauduleuse illicite de la forêt crée de vives tensions au sein du canton Bitom dans la région de l'Est. L'une des raisons du soulèvement de la population est le projet de transformation de la forêt communautaire en union des forêts aménagées. Une situation qui entraîne la sortie de l'autorité administrative, comme le montre Monique Naoussi. L'affaire fait grand bruit dans le canton Bitom, arrondissement de Bétaré-Oya, dans la région de l'Est. Les populations de cette partie du pays s'offusquent contre la volonté des pouvoirs publics à transformer les forêts communautaires en union des forêts aménagées. La tension est donc à son comble ici. Car pour ces populations, l'exploitation forestière est frauduleuse et illicite. Nous avons constaté que depuis que l'UEFA exploite les zones forestières, il n'y a jamais eu de rendement. La preuve en est que dans la zone, dans le canton Ndendeng, les deux et les autres sont dans des difficultés, sont dans une pauvreté sans précédent. Dans le chapitre des revendications, les populations locales disent n'avoir jamais été consultées dans le cadre de cette mutation. Bien plus, les revenus de l'Union des forêts aménagées sont faibles selon elles. 10% pour les populations riveraines, 60% pour les caisses de l'État et 30% pour la commune locale. Rien à faire, les populations ne veulent pas entendre parler d'union des forêts aménagées. Le ministère même, l'État même qui nous octroie ça. Avant d'abord, il y avait d'abord, pour arriver, il y avait d'abord des trucs de vente de coupe. Il y avait presque 9 ventes de coupe. Bon, on nous a fait la réunion sur ça, on a dit que non, les ventes de coupe, mais on préfère la forêt communautaire. Maintenant, ce n'est plus la forêt communautaire. On vient encore nous tourner le cerveau pour que non, il faut qu'on réunisse nos forêts communautaires pour l'UEFA. Face à la situation tendue, le préfet du département du Lom-et-Direm est descendu au village Bitom pour calmer les ardeurs. Et au centre de cette réunion d'information et de sensibilisation, l'exploitation des ressources forestières. La forêt appartient à l'État et que nous avons intérêt à gérer les ressources d'une manière transparente pour nous permettre un développement. Notons également que les populations se plaignent aussi de la mauvaise gestion de leurs responsables des forêts communautaires, car des points d'eau, des écoles et d'autres infrastructures de développement ne sont pas encore visibles, alors que le bois est sans cesse exploité. Couverture et santé universelle, les pharmaciens du Cameroun œuvrent pour la réduction des coûts de traitement des médicaments aussi. La question était au centre d'une table ronde organisée hier au siège de la Croix-Rouge camerounaise à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la pharmacie. Reportage signé Yanis Kamga, Serge Alain Zébou. Une étude de l'OMS cette année, 70% des dépenses des ménages va à l'achat des médicaments et aux soins de santé. Des dépenses faites de façon subite.
Pour réduire ce taux et se soigner sans se ruiner, la couverture santé universelle devrait, une fois implémentée, réduire l'effet revenu dans la demande de santé. Un médicament peut être vendu à 10 500 quelque part, ailleurs c'est 10 400, 10 600, 10 000. Il y a des intervalles où vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a des contrôles qui se font soit par l'ordre des pharmaciens, soit par la direction de la pharmacie, pour se rassurer que les prix sont assez respectés. Parce que l'objectif, c'est de faire que tous les Camerounais, quel que soit le niveau de revenus, puissent accéder aux médicaments de bonne qualité. Pour les pharmaciens, il n'est plus opportun d'introduire des produits hors de prix au Cameroun. Avec près de 90% de médicaments importés, il est normal que le malade opte plutôt pour l'automédication, la médecine traditionnelle ou le médicament de la rue. Les ventes illicites représentent 25% du chiffre d'affaires du secteur du médicament. Et ces ventes illicites viennent parfois même du circuit formel et ça constitue une perte énorme pour le secteur de la pharmacie. La couverture santé universelle qui est en train d'être mise en place va contribuer à améliorer l'accès de tous aux médicaments et va forcément réduire ces ventes illicites. Un médicament disponible, abordable et de qualité pour les populations. Slogan ou panacée, c'est en tout cas l'idéal vers lequel tend ce projet de mutualisation et de couverture du risque maladie. Toujours en santé, le médicament de la rue continue de tracer son sillon au détriment des pharmacies qui sont parfois obligées de fermer boutique. L'activité bat de l'aile, d'où la nécessité urgente de changer de paradigme à quelques jours de la célébration de la Journée mondiale de la pharmacie le 27 septembre prochain. Les détails avec Mireille Fleur de Fosso, Marus Kosso. Tout un secteur dédié à la vente des médicaments au marché central de Douala, une vente qui s'étend dans les quartiers. C'est un fait, le médicament de la rue a du succès auprès de nombreux Camerounais, ce qui n'est pas sans conséquence sur les pharmacies qui aujourd'hui devraient partager leurs clients. En termes de chiffre d'affaires, il peut arriver que les pharmacies se retrouvent en train de perdre beaucoup d'argent avec le phénomène des médicaments dans la rue. Malgré cela, il y a toujours des fidèles à la pharmacie. Je préfère acheter les médicaments à la pharmacie parce que les médicaments de la pharmacie sont bien protégés et puis on ne vend pas des médicaments périmés. Alors qu'au gazon, comme on l'appelle d'habitude, il y a des médicaments qui sont déjà périmés et ce n'est pas bien entretenu. En plus du médicament de la rue, les pharmaciens font face également au problème d'approvisionnement en médicaments. La disponibilité du médicament. Il faut que le médicament soit disponible auprès des grossistes pour que l'activité puisse marcher. Bon, mais on essaye de sensibiliser les fournisseurs, les grossistes locaux, agréés, pour qu'ils aient le maximum de médicaments possible. Mais la plus grande partie des médicaments est importée. Donc il y a quelques industries qui sont installées localement, mais c'est vraiment très faible, tout minable. Et de deux, maintenant, quand les patients, quand les malades arrivent avec une ordonnance, on essaie de le sensibiliser par rapport au danger que représentent les médicaments dans la rue. Et il y en a beaucoup qui le comprennent et qui sont fidèles à la pharmacie. Le médicament de la rue tant prisé n'est pas sans conséquences sur la santé. C'est pourquoi le ministre de la Santé a annoncé une chasse contre les vendeurs de médicaments de la rue dans les prochaines semaines. La Cameroun Entrepreneur Network lance la reprise de ses activités ce jour dans la salle de réunion du JICAM. Ce réseau des femmes chefs d'entreprise a exposé sur leur parcours, leur réussite, leur vision d'entreprise. Allons retrouver là-bas nos reporters Henri Tinda et Monique Naossi qui y sont et nous ferons l'économie de leurs travaux. Bonjour Monique. Bonjour Robert Charlie Talk. Être professionnel, crédible, authentique et respecté, ce sont les qualités que promeuvent les femmes du CIWEN, entendez, la Cameroun Women Entrepreneurship qui effectue ce jour sa rentrée d'activité. Il faut signaler que nous avons rencontré une jeune entrepreneur de 31 ans, mère de 3 enfants. Elle est leader dans son domaine d'activité, le digital à travers le monde, Aurore Bélé Bebga. Je pense que ce qui a été déterminant, c'est surtout ma persévérance, malgré toutes les initiatives que j'ai eu à prendre. Et je n'ai pas lâché prise, j'ai essayé, certaines n'ont pas marché, mais j'ai continué. Je pense que ce qui a été déterminant
pour notre association de me choisir, malgré mon jeune âge, de pouvoir raconter ma petite histoire. Pour pouvoir vraiment exceller, il faut être compétent. Il faut se former tous les jours et il faut pouvoir apporter l'innovation, pouvoir se positionner. Ce réseau des entrepreneurs et chefs d'entreprise du Cameroun est constitué de 80 femmes qui entendent devenir le patronat au féminin au Cameroun, mais pour y arriver, il y a des préalables. On a dit qu'on va aller même dans les coins reculés, on va aller dans toutes les régions du Cameroun pour que le soin soit représenté. À force de rassembler les dames, au final, nous pourrons représenter valablement les femmes au Cameroun, donc nous serons le patronat. Par la suite, nous envisageons de travailler sur le développement des femmes. Donc sur les formations, sur le développement de nos entreprises. C'est pour cela que nous envisageons de créer un fonds de garantie par exemple, parce qu'aujourd'hui, les femmes ont beaucoup de problèmes de financement. Ce réseau de femmes entrepreneurs sollicite l'appui des pouvoirs publics, d'où la présence du représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, qui dans son exposé a proposé des solutions déjà mises sur pied par l'État du Cameroun pour encourager de telles initiatives. Ensemble, nous pouvons construire le Cameroun. C'est le leitmotiv de ces femmes du Siwen. Et une autre idée qui a été véhiculée ici, ce que vous imaginez, vous pouvez le créer. Ici, à l'esplanade du JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, nous étions Henri Nchinda, Raphaël Kamga et Monique Naoussi pour Canal 2 International. Merci Monique Naoussi. Alors maintenant, la découverte du marché de bétail de Ntui, c'est dans le département du Mbam-Kim. C'est le lieu du grand regroupement des éleveurs et autres acteurs des bovins. Mais dans ce marché, l'abattoir est sans électricité, tout s'est fait à la main. Reportage signé Mireille Fleur des Fossaux. Situé à 5 km de la ville de Ntui, sur l'axe qui mène à Yoko, le marché de bétail est devenu le lieu de rencontre de tous les éleveurs de la région et des régions environnantes. Bœufs, moutons et autres, tous proviennent pour la plupart de Ngambetika, Ngoro, Ngaoundéré, Tibati et Tuyère. Les prix varient entre 150 et 500 000 francs CFA. Une fois le bœuf acheté, il faut le marquer pour éviter toute confusion. Et pour cela, la peinture est utilisée et la couleur est choisie par l'acheteur. Une fois le bœuf identifié, il peut soit être conduit à l'abattoir, et la particularité de l'abattoir du marché des bétails de Ntui est qu'il n'est pas électrifié. Donc, pas de machine professionnelle, tout se fait manuellement. Et pourtant, c'est près de 300 têtes de bœufs qui sont égorgées par jour dans ce marché. Et ceci se passe en présence des vétérinaires et du délégué départemental de l'élevage, des pêches et des industries animales. Et par contre, d'autres acheteurs acheminent leurs marchandises dans la ville de Yaoundé, et pour cela, il faut traverser le bac. La somme de 300 francs CFA est déboursée par tête. Ainsi va dans le marché de bétail de Ntui. À Garoua, les responsables des services déconcentrés du ministère des Marchés publics dans la région du Nord sont en conclave. Dans le cadre d'un séminaire, ils mènent des actions en vue de renforcer leur capacité à la maîtrise du nouveau cadre réglementaire des marchés publics. Les détails avec Aïssatou Bouba, Junior Hussein. Comment renforcer les capacités des responsables en charge de la passation des marchés publics au Cameroun? Le ministère des Marchés publics, préoccupé, tient un séminaire sur le nouveau cadre réglementaire des marchés publics décrété en juin 2018. Nous attendons, il y a beaucoup d'attentes. Il faudrait qu'on nous éclaire sur le nouveau texte parce que depuis le nouveau code du 20 juin 2018, on a beaucoup de difficultés, surtout sur le terrain. Il y a beaucoup d'incompréhensions avec les différents acteurs des marchés, puisque nous sommes nombreux qui intervenons par rapport à chaque projet. À ce séminaire, organisé à Garoua, dans la région du Nord, prennent part les acteurs, délégués départementaux et de services ministères des marchés publics. Des thématiques telles que l'architecture des marchés publics, l'examen du dossier d'appel d'offres et du contrôle externe des marchés sont abordés. Un séminaire de renforcement des capacités des acteurs qui sont en première ligne de la gestion des marchés publics dans la région du Nord.
cela participe en effet de l'amélioration des résultats obtenus année après année dans cette gestion des marchés. Il s'agit de ne pas être seulement efficace, mais d'aller vers une efficience vraiment palpable. Cet atelier, qui s'achève le 20 septembre prochain, a été ouvert par le secrétaire général des services du gouverneur de la région du Nord, Julien Ndumba. Aussi, le présent séminaire. L'organisation non gouvernementale internationale WWF inclut les jeunes africains dans la bataille pour la protection de la biodiversité. À cet effet, une rencontre est organisée entre cette organisation et les jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique pour échanger autour de cette problématique. Le reportage est signé Maria Mazou, Jean-Bruno Tani. Les tigres, les rhinocéros et les ours jouent un rôle capital dans l'environnement. Leur survie est par contre menacée. Il est donc important d'agir et la jeunesse est interpellée. Parce que les jeunes, c'est l'avenir de demain. Parce que les jeunes, c'est 70% de la population mondiale aujourd'hui. Parce que les jeunes, c'est les décideurs de demain. C'est ceux-là dont les intérêts sont en jeu aujourd'hui. C'est tout le sens du programme mondial Vie sauvage de l'organisation WWF qui s'emploie à sauvegarder les espèces terrestres. Une vingtaine de jeunes des différents pays d'Afrique prennent part à cette rencontre d'échange. C'est de s'assurer que tous les jeunes qui font partie des groupes rassemblent plus de jeunes parce que pour chaque mouvement, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, plus on est nombreux, mieux ça va, plus on est fort. Parmi ces jeunes, la lauréate du prix WWF 2019 mesure l'ampleur de la responsabilité qui lui incombe. On est en train de promouvoir la valorisation des femmes et des filles africaines dans des communautés rurales en Afrique. Donc on les forme à comment générer de l'énergie à travers des déchets et à travers le solaire. Donc nous le faisons à partir d'un algorithme qu'on a développé au sein de l'ONG qui nous permet de mettre en avant et d'apporter des solutions spécifiques par rapport aux besoins énergétiques des communautés rurales en Afrique. Conscientiser au maximum la population sur la notion de protection de la biodiversité est le défi permanent de WWF. Prix découverte RFI, la slameuse camerounaise Lidol figure parmi les finalistes de l'édition 2019. Avec sa chanson intitulée C'est le Ndem, elle était l'invitée de l'émission Nous chez vous, diffusée sur Canada International. Occasion pour les fans de faire des selfies avec elle. Je vous propose d'écouter Lidol au micro de Delphine Foncoutene. En fait, c'est une joie immense, c'est une belle surprise de savoir qu'on a pu faire une place au slam dans une compétition de telle envergure. Ça nous pousse à croire davantage parce que quand on a commencé, très peu de personnes croyaient et disaient « Ah, pourquoi le slam et tout ?» Et aujourd'hui, on voit que les gens commencent à prêter attention et on espère juste qu'avec l'aide de tout le monde, on va pouvoir remporter le prix et le ramener au Cameroun. Voilà. Parlons maintenant de sport, Coupe du monde volleyball. Malgré leur défaite de plus face à la Corée du Sud ce matin 3-7-0, la compétition se poursuit pour les Lions du Filet. Encore 6 matchs pour les pouliches de Jean-René Akono pour montrer de quoi elles sont capables. Même l'apprentissage reste encore possible. Et pour ces filles, je vous propose d'écouter la capitaine Christelle Nana qui fait le point à mi-parcours au micro de notre envoyé spécial Thierry Camto. Un match, on n'a pas gagné de match, donc on espère qu'on va finir le tournoi avec au moins une victoire. On évolue au fur et à mesure de la compétition. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous a vraiment dominé au niveau service-réception, mais bon, on est là pour travailler et s'améliorer. On espère qu'avec ces 2 jours de repos, on va reprendre les forces et se concentrer pour la suite de la compétition. Quittons le volleyball et parlons maintenant de handball. Jeux olympiques Tokyo 2020. Les Lions en cage à Yaoundé. Après une semaine de stage, le staff technique fait un break pour le bilan de la première série. Notre reporter Alex Dembé revient de cette première semaine de stage.
Déjà une semaine de stage pour la sélection nationale dames de handball. Les Lions, médaillés d'argent des récents Jeux africains, ont livré un match test mercredi contre les garçons du centre de formation BTS de Yaoundé. La suite du programme prévoit une deuxième rencontre d'évaluation ce jeudi même contre le Téné Kalara Club Handball Dames à 16h au Palais des Congrès de Yaoundé. Troisième match amical vendredi 16h face au centre de formation BTS et dernière rencontre test est prévue pour le lundi 24 septembre à 16h avec pour sparring partner l'équipe des Forces armées et police dames de Yaoundé. Mais nous sommes assez satisfaits de la production du jeu des enfants et les garçons sont beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Donc la différence est faite au niveau de la puissance. Mais dans la production du jeu de l'équipe, au niveau du jeu de transition qui est notre force, on a pu prendre très souvent ces garçons arriver à partir de la vitesse. Il y a encore quelques manquements dans la construction du jeu offensif que nous allons essayer de remédier dans les séances qui viennent. Et également mettre un peu plus de rigueur dans notre défense en essayant de huiler les relations entre les partenaires proches. Nous essayons également d'enrichir nos joueurs individuellement à contrer techniquement ces différentes équipes sur le plan collectif et sur le plan individuel. Donc, nous avançons sereinement dans notre travail. La délégation camerounaise quitte le pays le 25 septembre prochain pour le Sénégal où se déroulera du 26 au 29 septembre prochain le tournoi de qualification olympique. 4 pays y sont attendus. Le Sénégal, pays hôte de l'Angola, la RDC et le Cameroun, soit les 4 meilleures sélections de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Au terme du tournoi, un seul pays devra valider son ticket pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. La deuxième meilleure équipe sera repêchée pour jouer un tournoi de qualification mondiale qui connaîtra la participation des représentants des autres continents. C'est avec ces informations en sport que nous fermons cette édition de la Musique Canada Internationale. Merci de nous avoir suivis. Très bel après-midi à vous tous. Au revoir.